Des opportunités value en ce mois de mai 2025, c'est ce qu'on va voir ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de ce screener value pour la France. Donc on prend les sociétés françaises qui se négocient en France, toute une panoplie d'industries. J'évite tout ce qui est immobilier, automobile, équipementier auto, assurance, banque, etc. Euh, Même les biotech. Bon, voilà, hein, ça laisse quand même une bonne sélection à l'industrie avec beaucoup de titres. On se met sur des market cap de minimum 500 millions d'euros. Une valeur d'entreprise sur EBITDA qui a maxi 7 fois sur les 12 derniers mois, donc 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui est un multiple relativement peu cher pour valoriser l'entreprise. Un endettement maximum de 3 fois l'EBITDA. Au-delà, ça commence à être risqué. Et on veut à minima une croissance positive sur les 5 dernières années. Ensuite, on se met sur un critère de qualité, 7% de rendement des capitaux investis pour avoir des entreprises qui sont quand même un minimum rentable. On y va avec ce screener. J'enlève comme d'hab le prix qui ne nous intéresse pas ici. On va se mettre la croissance ici. Hop. Voilà. Bon, on peut garder la croissance en annuel. Hop. Les colonnes qu'on a dans cette sélection, le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, les ratios de rentabilité, l'endettement, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire qui inclut les rachats d'actions ou la dilution, free cash flow, bénéfice net, payout ratio qui mesure la proportion de bénéfices payés en dividendes. On commence avec la première entreprise de cette liste. Comme d'habitude, c'est Total Energy. On va dire une large cap, mais pourtant elle est value. Hein. Vous voyez les multiples ici, 4,1 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, actuellement on est sur un bas de cycle. Hein. Donc le total a un petit peu baissé, mais vous avez une rentabilité qui est tout à fait correcte. On n'est pas trop endetté. Le dividende est intéressant. Il y a des rachats d'actions assez massifs en plus. Et le payout ratio est pas trop élevé, avec ce payout ratio est bien confirmé par l'effet cash flow. Hein, qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc on peut payer ce dividende sans trop de problème. Pour moi, Total Energy, c'est adapté à deux profils, value et le profil rentier également, hein, puisqu'on a des dividendes trimestriels. Intéressant. Dior, on passe, c'est plutôt une holding en fait, donc pour moi, il vaut mieux regarder l'activité de LVMH, hein, dont la holding détient les parts. Engie, à l'écart, c'est une société qui est dépendante du bon vouloir de l'État et en plus l'État est actionnaire, donc je préfère éviter ce genre de dossier. Ensuite, on est sur Michelin. Alors c'est équipementier auto, on va dire, Automobile Components, mais en fait c'est un leader mondial des pneumatiques. On est sur une large cap quand même et bon, il y a peu de croissance, mais c'est cyclique. Hein, 2,4%, il n'y a plus beaucoup de croissance sur 5 ans. Après, les multiples sont quand même bas, hein, donc on est plutôt value sur Michelin. On a une bonne rentabilité en plus et avec pas beaucoup de dettes. Le rendement du dividende est intéressant, il y a des rachats d'actions. Et le payout ratio n'est pas trop élevé. Pour moi, Michelin, ça se regarde. Hein. Maintenant, la concurrence est rude hein, avec les Asiatiques, mais c'est cyclique. Après, les multiples sont quand même pas chers du tout, hein, donc c'est intéressant. Eiffage, on est sur la construction et l'ingénierie. On est sur une large cap également. On est sur une bonne croissance, 5,2% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal. Et les multiples sont quand même value. Hein. Si on nous met le multiple de ratio court-bénéfice, vous prenez le ratio court cash flow, 3,8 fois, c'est pas très élevé. Hein. 6,5 fois l'entreprise sur EBITDA, pareil, c'est pas très élevé. Rentabilité correcte à 7%. Un peu de dette, hein. C'est le métier qui veut ça aussi. Hein. Vous regardez Vinci, ils sont également endettés à ce niveau-là, donc rien d'inquiétant à ce niveau. Un dividende qui est intéressant, et en plus, c'est agrémenté par des rachats d'actions avec un payout ratio qui a seulement 38%. Bon, Eiffage, pareil, hein, ça se regarde. Hein, ça, c'est un profil pareil. C'est value ou c'est rentier, je pense. Les deux parce que pour un rentier, on voudrait de la stabilité du dividende sur le dividende. Et je pense qu'on a de la stabilité du dividende sur Eiffage. Donc, pourquoi pas aussi pour un rentier. Téléperformance, ça, c'est pas pour un rentier pour le coup. Je suis actionnaire, je laisse sur la chaîne, je vous renvoie vers les vidéos détaillées. Donc, pour moi, hein, Téléperformance, c'est plutôt un turnaround avec, on va dire, la crainte du marché sur l'IA qui pourrait complètement détruire l'activité de l'entreprise. Pour l'instant, on a toujours un peu de croissance. Hein, donc ça, c'est la croissance externe. Hein, ce qu'on voit ici, la croissance organique, elle est à 3% en moyenne. C'est pas très élevé, mais maintenant, les multiples sont faibles. Hein, 5,4 en valeur entreprise sur EBITDA, 3,6 en ratio free cash flow. Ça se paye pas cher. Hein, Téléperformance, une bonne rentabilité, finalement, 7,7% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal. La dette va baisser, elle est à 2 fois les l'EBITDA, c'est pas très élevé non plus. Vous avez un dividende qui est intéressant à 4,7%. Il n'y aura pas de rachat d'actions. Il n'y a pas de rachat d'actions, en tout cas pour l'instant cette année. Donc, on est plutôt que sur le rendement du dividende. Maintenant, c'est cyclique. Hein, et les free cash flow, ils peuvent baisser. Donc, moi, je pense que je ne conseillerais pas à un rentier d'aller sur du téléperformance. C'est plutôt pour de la value.
Ensuite, on est sur SEB, donc là, c'est plutôt, on va dire, de l'équipement des ménages, hein, household durables. On est sur, plutôt alors, on est sur une mid cap au sens US, on est toujours sur une large cap au sens, européen. On n'a plus beaucoup de croissance, hein, on était très exposé à la Chine avec, sur SEB, donc 2,4 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont un peu élevés quand même, hein, 7,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est au-delà de la zone value. Pourtant, il n'y a plus beaucoup de croissance. Bon, la rentabilité est bonne, 9 de rentabilité, c'est bien. Il y a pas trop de dettes. Un dividende qui est intéressant, 3,4. Il s'agrémentait par des rachats d'actions. Donc, attention qu'on a un payout ratio qui a l'air un peu élevé, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller sur du SEB pour un profil plutôt rentier, on va dire, ouais, avec un dividende quand même qui a un niveau qui commence à être intéressant. Et c'est pas une activité qui est trop instable. Bon, ça va dépendre de la santé du consommateur, mais c'est household durables, hein, donc c'est-à-dire que c'est quand même des équipements pour le long terme. Donc, je pense que c'est obligé de s'équiper pour les ménages. Donc, Mmh. moi, ça se regarde quand même, c'est le on continue avec, Nexans, donc spécialiste du câble électrique, toujours une large cap, 5 de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal. Le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA est value. Après la qualité est quand même au rendez-vous avec on a un 12,5 en rendement des capitaux investis, c'est pas mal. On a quasiment pas de dette, enfin une fois les l'EBITDA et on a un dividende, bon, qui est un peu faiblard comparé aux autres dossiers, mais on a les moyens de l'augmenter sur Nexans. Pour moi, Nexans, ça reste un bon dossier, hein. Donc plutôt value, plutôt voilà, plutôt value, pas pour, vraiment pour un rentier. Sopra Steria, on est dans le bas de cycle des ESN, auxquels souffrent un peu en ce moment évidemment comme Capgemini par exemple. Bon, il y a toujours un peu de croissance, alors là c'est un rythme annualisé sur 5 ans, hein. Sur les dernières publications ça décroît encore un petit peu, mais du coup on a des multiples qui sont complètement value, hein. 6,6 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher et pareil pour les free cash flow, 6,8, c'est pas très cher, hein. C'est une activité en plus qui a pas besoin de beaucoup de capitaux, donc on est à 12,3 de rendement des capitaux investis, c'est pas mal. Un peu de dette mais rien d'inquiétant. Et le dividende, bon, il est pas exceptionnel, mais vous êtes, à 5,7 en rendement d'actionnaire puisqu'il y a des rachats d'actions, donc c'est pas mal, hein. C'est vraiment bien, hein, et payout ratio, à 37. Bon, on a les moyens sur Sopra Steria de continuer à rémunérer l'actionnaire en attendant que l'activité se reprenne. Moi, je pense qu'il y a une opportunité sur Sopra. Ensuite, Verallia, donc là, on est sur le spécialiste de l'emballage en verre, très dépendant de l'activité des, spiritueux notamment et de tout ce qui est alcool et cetera. Donc, plutôt en bas de cycle. Il y a une OPA à 30 € d'un des actionnaires, majoritaires. Donc ça tire le cours vers les 30 €, attendant que l'OPA se réalise. Bon, on a un peu de croissance, mais c'est très cyclique. Il faudra attendre que les spiritueux reprennent un petit peu. En VE sur EBITDA, on n'est pas cher, hein. Donc, il y a une bonne rentabilité. Attention qu'il y a quand même des soupçons d'entente en fait, entre Verallia et Vidrala sur ce marché qui est un duopole. Donc, ils se prennent souvent des enquêtes de l'anticoncurrence. Donc ça, c'est un risque qui pèse sur le dossier. Un peu de dette à signaler quand même, 2 fois l'EBITDA en dette nette, ça commence à être un peu élevé. On a un rendement du dividende qui est à 5,8, ce qui est intéressant, et un rendement de l'actionnaire qui est à 6,2. Donc c'est pas mal, attention que le payout ratio est trop élevé, donc on a versé, le dividende à crédit. Bon, pour moi, Verallium, pour l'instant, c'est encore un peu trop compliqué, il vaut mieux s'en tenir à l'écart. Ruby, on la suit sur la chaîne, on la connaît bien depuis, moi je suis allé à 2 assemblées générales de Ruby. Donc, ce qui est intéressant sur le dossier, c'est évidemment les actionnaires activistes, Bolloré et Moelis. Je vous renvoie vers les vidéos sur la chaîne, hein, sur ce sujet. Pour moi, ça reste donc ça commence à monter un peu, hein, Ruby quand même, la market cap est maintenant à 3,4 milliards de dollars, c'est pas mal, hein. Il y a un peu de croissance. Le dernier point d'activité, je vous renvoie d'ailleurs sur cette analyse, bah, c'est sur la chaîne, a montré qu'on était à nouveau en croissance, enfin la marge brute est à nouveau en croissance. On va tenir les objectifs de cette année, donc on est complètement sous-valorisé, enfin encore sous-valorisé. 6,8 fois la VE sur EBITDA, pas cher. Moins de 10 en ratio coût-bénéfice ou ratio free cash flow, c'est pas très cher, hein. Avec un bon rendement des capitaux investis de 7,8, bon, c'est pas mal. Ça commence à monter, hein, Ruby. La décote ne va pas persister très longtemps, surtout si, il y a des spéculations, avant l'assemblée générale. Donc, à suivre. Toujours un peu de dette sur Ruby, mais ça inclut la dette qui est détenue dans Photosol et qui est une dette sans recours. Donc, si on compte la dette, on va dire l'activité principale, on est plutôt à 1,4. C'est soutenable. Maintenant, il y a un peu de frais, financiers. Ça s'améliore. Ça s'améliore sur ce front. Le dividende, il est à 6,9. Maintenant, on paye une grosse part, hein, des bénéfices en dividendes. Donc, il y a peu de chances que ça augmente encore. Ici, on a du rendement de l'actionnaire, mais ils avaient racheté des actions sur 2024. C'est pas sûr qu'ils le fassent sur 2025. Donc, plutôt se focus sur un rendement de 6 qui va plus trop bouger, je pense. Donc, Ruby, pour moi, c'est bien aussi pour un rentier, hein. C'est value, mais c'est aussi bien pour un rentier. Vous avez de la visibilité sur les cash flows avec l'activité traditionnelle.
Lagardère, donc on est sur, toujours une large cap, 3 milliards de dollars US, enfin une grosse mid cap maintenant on va dire, 4,3% de rendement de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont complètement value, hein. 6 fois la VE sur EBITDA, 3 fois le cours free cash flow, donc c'est pas cher payé, hein. On est sur un bon rendement des capitaux investis, 7,2%, mais il y a trop de dettes. Bon là, je pense qu'il y a trop de dettes, on est presque à 3 fois les l'EBITDA en dette nette, c'est trop. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de Lagardère. Ensuite, Alten, j'ai fait une vidéo récemment sur cette entreprise, cette ESN, mid-cap des services numériques. On est sur une valorisation qui est quasiment au plus bas absolu, hein. Donc la société était habituée à avoir beaucoup de croissance, c'est ce qu'on voit ici. On est en bas de cycle, hein, un peu comme sur Soprasteria. Bon, les multiples reflètent cela, hein, 6,3 fois la VE sur EBITDA, 6,7 en ratio coût free cash flow. C'est pas très cher payé, hein. On est presque à 10% en rendement des capitaux investis, ça c'est bien. Il y a quasiment pas de dette. Un dividende à 2%. Habituellement, ça tourne à 1%, Alten, mais là, c'est qu'on est très peu valorisé. Donc, le dividende est en plus en train de monter, vu que le payout ratio est seulement à 28%. Pour moi, Alten, ça se regarde à ce niveau-là. Valeo, c'est un secteur que je n'apprécie pas. Les équipementiers automobiles, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart. Ipsos, ça c'est une société que j'ai un peu creusée parce qu'elle me semble intéressante. Elle est dans le fonds France d'indépendance AM, par exemple, 2 milliards de dollars US de market cap. Et en fait, ils sont en train de consolider le marché. 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a quand même un minimum de croissance. Et les multiples sont value, hein, 5,9 en VE sur la EBITDA, 7,5 en ratio free cash flow. C'est pas très cher payé. On a 11% de rendement des capitaux investis. Voilà, c'est assez rentable quand même. Quasiment pas de dette, hein, 0,4 fois le bilan en dette nette. Pas très endetté. Un dividende à 4,3% et un rendement d'actionnaire à 5,5% avec les rachats d'actions. Franchement, ça se regarde quand même, hein. On est sur un payout ratio qui est à 35%. Donc on a les moyens de verser ce dividende. Pour moi, Ipsos, ça se regarde d'un point de vue value et aussi d'un point de vue rentier. Donc bon petit dossier. Hop Mobility, pareil, c'est l'équipementier auto. Moi, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart. Ensuite, Manitou, là, on est plutôt sur un dossier deep value. Enfin, il est en train de sortir la zone deep value parce qu'on avait 10% de décote sur les actifs tangibles. Bon, en termes de multiples de flux, on est quand même pas cher, hein. 4,8 fois la VE sur EBITDA, 6,9 ratio court-bénéfice, 5 fois la ratio free cash flow. C'est vraiment pas cher payé. On a une bonne rentabilité des capitaux investis à 10%, alors que c'est une activité qui est assez intensive en capital, hein. C'est des chariots élévateurs. 1,9 fois l'EBITDA en dette nette, donc un peu de dette, mais ça, c'est en train de baisser, donc ça, c'est pas si mal. 6,2% rendement du dividende, c'est bien. J'aurais du mal à conseiller cette boîte pour à dire, enfin, je ne fais pas de conseils, hein, d'ailleurs, mais j'aurais du mal à dire que c'est pour un rentier parce que c'est quand même une activité qui est cyclique. Donc là, c'est plutôt un dossier value, deep value à suivre. Ensuite, Groupe Guillain, on est sur un leader français de l'emballage alimentaire. C'est pas si mal, hein, comme boîte, parce on a quand même un bon niveau de croissance, hein, 5,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal. Et les multiples sont value, en tout cas le multiple de VE sur EBITDA est value à 5,1 fois. On est sur vraiment les capitaux investis à 7,4%, ce qui est convenable. 0,3 fois les l'EBITDA en dette nette, c'est pas trop endetté comme dossier, ça c'est bien. On a vraiment des dividendes à 3,9%. Il y a un peu de dilution à 3,6% sur le dossier, mais je pense que c'est pas trop impactant. On a un payout ratio à 34%. Attention que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc ce payout ratio en réalité il est à 70% par rapport au free cash flow. Bon, Guillain, c'est un peu cyclique, mais je pense que pour un rentier aussi, ça peut le faire. Alors voilà, donc mon top, hein, dans cette liste, si on est value, c'est le thème de ce screener, si on est value, moi je pense que on peut aller sur du Total Energy, hein, ça c'est intéressant d'un point de vue value. On peut aller sur du Soprasteria. On peut aller sur, alors je vais vous donner là où je pense qu'il y a le plus de potentiel. Sur Soprasteria et sur Alten, à mon avis, il y a plus de potentiel. Sur Ipsos aussi, sur Téléperformance aussi, mais ça va venir avec beaucoup de volatilité. Total Energy, ça va dépendre du cours du pétrole et du gaz. Si vous voulez aller plus loin, téléchargez mon guide de l'investissement value via le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Dans ce guide, je passe en revue les principales stratégies value et deep value avec le support théorique, également des cas pratiques de mise en œuvre de ces stratégies. Et vous avez accès également à des vidéos qui vous détaillent comment mettre en œuvre ces stratégies pas à pas. J'espère que cette revue value vous a intéressé. C'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.